Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios aussi territoriales et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Laurent Hénart. Bonjour, vous êtes le maire de Nancy et vous êtes coprésident du mouvement radical. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro Populi Sénat. Bonjour Marcelo. Et Stéphane Vernet de Ouest France. Vous dirigez le bureau parisien du premier quotidien régional français, presse quotidienne régionale qui retransmettra votre interview sur ses sites internet à partir de 10h ce matin. Laurent Hénart. Je vais poser une question au maire de Nancy, car vous le savez, donc hier une attaque terroriste a eu lieu dans une prison de l'Orne. À Nancy, le détenu, qui avait été détenu d'ailleurs à la prison au centre pénitentiaire de Nancy-Maxville, présentait des signes de radicalisation. Est-ce que c'est un établissement dans lequel on se radicalise à Nancy ? Alors, je pense que la question que vous posez, c'est une question récurrente, qui est de savoir s'il faut, dans le système pénitentiaire français, avoir des lieux réservés pour les personnes radicalisées, pour qu'elles ne puissent pas faire du prosélytisme, en fait. Recruter et rayonner autour d'elles. Ma question, c'est sur Nancy. Vous êtes maire de Nancy. Est-ce que vous y aviez eu, vous, des informations neuve, donc privilégiées là-dessus ? Elle est matériellement en bon état, si vous voulez. Elle n'est pas en surpopulation. C'est une prison qui est récente, qui a été livrée il y a une dizaine d'années. Donc, c'est une prison sur laquelle, évidemment, on a des problèmes d'effectifs, mais ça c'est général en France. On sait tous que le nombre de gardiens, le personnel pour surveiller les détenus et pour globalement administrer la prison, on sait tous que le personnel n'est pas en effectif suffisant. En revanche, c'est une prison, je dirais, plutôt où la situation est plutôt maîtrisée. Vous n'aviez pas d'informations privilégiées on n'en a pas sur... ni sur le fait que la prison... Ça, c'est un autre sujet que celui que vous évoquez, c'est le fait d'associer plus les maires au suivi des fichiers S et globalement du fichier S. Le gouvernement a dit qu'il le ferait, c'est pas le cas. Mais c'est toujours pas fait. Oui. D'accord. Non, mais je veux dire, je partage le point de vue du gouvernement. Il faut le faire, ne serait-ce que parce qu'on recrute pour toute une série de services publics sensibles, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'action sociale. Je pense que les patrons d'exécutifs locaux doivent être associés au suivi de la chose, comme on est associé à la prévention de la délinquance, comme on est associé aux mesures de lutte d'anticipation et de prévention du terrorisme, et notamment de sécurisation. Au gouvernement de tenir sa promesse, c'est-à-dire que les préfets vous donnent des informations sur les fichiers S. Oui, je pense qu'il faut aller vite sur ce point. Alors, il y a des blocages ce matin dans les prisons. Les surveillants demandent que les fouilles soient systématiques. Est-ce qu'il faut revoir les mesures de sécurité dans les prisons ? Globalement, tout le système quand même judiciaire nécessite des moyens plus importants. Alors bien sûr le bout de chaîne qu'est la prison ou le centre de détention, mais derrière la revendication que je pense légitime du personnel pénitentiaire, il y a le sujet des effectifs, on le sait bien. Mais comme il y a le sujet des effectifs de magistrats, je ne reviendrai pas sur le débat sur par exemple l'antisémitisme, qui montre qu'on n'a pas assez de magistrats pour poursuivre tous les délits et tous les crimes. Et à chaque fois on passe d'une priorité pénale à une autre priorité pénale. Donc on a un vrai sujet de sous-calibrage de la justice française. Les magistrats qui enquêtent, les magistrats qui jugent, le parquet, le siège, et puis derrière le personnel pénitentiaire et le système de détention. Donc je crois qu'il faut des moyens plus importants. Le gouvernement les a augmentés, donc c'est un signe positif, mais je pense que c'est pas à la hauteur, hélas, du retard pris pendant 40 ou 50 ans. Stéphane Vernet. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la radicalisation dans une région comme la région Grand Est ou dans Nancy, la Meurthe-et-Moselle ? Est-ce que c'est une région plus sensible sur ces questions que d'autres ? Et question subsidiaire, si vous avez beaucoup de djihadistes, est-ce que vous êtes inquiet par leur retour potentiel ? Alors, c'est peut-être deux sujets qu'il faut distinguer. Le premier, celui de la radicalisation. Globalement, l'Est de la France est évidemment particulièrement exposé parce que c'est une région frontière. Donc qu'on parle de la Moselle, des deux départements alsaciens, de la Meurthe-et-Moselle, c'est clair que parce que nous sommes une région de passage, évidemment qu'il y a des mouvements de radicalisation sûrement plus forts que dans d'autres régions intérieures, on va dire. Nous, on a en plus une particularité qui est d'être tourné vers l'Est, avec, vous le savez, les fameuses filières tchétchènes, qui créent une radicalisation mêlée à la criminalité. Alors de ce point de vue-là, avec le préfet, en tout cas en Meurthe-et-Moselle, on a un travail transparent, moi je tiens à le dire, mais c'est parce que le préfet a décidé de travailler ainsi, et je crois qu'il faut aller plus loin dans l'association des élus locaux, on l'a déjà dit. Sur le retour des djihadistes, moi la position du mouvement radical, elle n'a jamais changé, c'est de dire qu'ils doivent être jugés là où ils ont commis les actes, et que donc il faut les juger, par exemple en Irak, pour prendre le cas concret dernièrement évoqué. Après, la question qui peut se poser, c'est celle à un moment donné évoqué par les Kurdes,
qui était de dire nous ne pouvons pas garder les djihadistes que nous avons arrêtés. Je préfère quand même qu'ils soient jugés que pas jugés du tout. Voilà. Mais la solution du gouvernement français, qui est le plus possible de les faire remettre à un État en ordre de marche, afin que cet État puisse enquêter et juger, c'est la bonne position. Sur la scène politique française, votre congrès se tient ce samedi. Alors, est-ce que le mouvement radical va officiellement soutenir la liste d'Emmanuel Macron aux européennes ? Alors, effectivement, c'est le congrès du choix européen, vous avez raison, que le congrès radical du 9 mars. Le débat, il est très simple. Le président a publié une tribune. Je pense sincèrement que les radicaux se retrouvent dans la tribune. Voilà. À la fois le constat, qui est de dire que l'Europe est dans une situation historique périlleuse, avec la montée du populisme dans tous les pays, le même péril que celui qu'on a connu après la chute du mur, où il a fallu réinventer quelque chose. Et puis les orientations qu'il trace, qui sont quand même dans le prolongement de son discours de la Sorbonne, mais avec des choses plus concrètes, sont des orientations qu'on peut partager. Le vrai débat, en fait, entre le mouvement radical et En Marche, c'est de savoir dans quel état d'esprit on est sur cette élection. Soit on fait une élection pour l'Europe, et je dirais par l'Europe. Et on dit on parle d'Europe, il y a un projet européen, la liste rassemble des Européens, et on peut avoir des positions nationales différentes, mais être rassemblés sur l'Europe parce qu'elle le mérite, surtout dans cette situation historique. C'est la position radicale, et c'est la position, en tout cas à titre personnel, que je défends depuis le mois de septembre déjà. Et là, il y a de la place pour une liste de rassemblement. Si c'est une liste qui est une liste, je dirais, hexagonale, la liste de la majorité gouvernementale, on fait un détournement d'élection. En fait, on fait ce qu'on reproche à Mélenchon et Marine Le Pen de faire. C'est-à-dire de traiter un sujet national par le biais de l'élection européenne, quand ces partis extrémistes appellent un référendum anti-Macron. Et là, vous ferez quoi, à ce moment-là ? Donc dans ce cas-là, non, ça ne nous concerne pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aboutir avec En Marche et le Modem à une liste des Européens, c'est-à-dire une diversité de familles politiques. On va dans cette direction-là ou pas ? Ou vous avez des craintes ? Alors, les derniers échanges que moi j'ai pu avoir avec Stanislas Guérini, quand il a pris ses fonctions, de la République montrent, mais il m'a dit ce qu'il a dit par voie de presse d'ailleurs, que pour lui, il fallait faire une liste de large rassemblement, même si les gens n'étaient pas sur la même ligne nationale. Dans ce contexte-là, moi, c'est une option que je défendrai. Après, est-ce que je serai majoritaire chez les radicaux ? C'est pas évident, parce qu'il y a aussi une volonté d'indépendance très forte de la famille radicale. On s'est réunifié, donc on a envie de s'affirmer, et l'idée d'une liste radicale, elle a aussi ses défenseurs au sein du Congrès. Et puis surtout, est-ce que vous n'arrivez pas un petit peu tard dans un jeu d'alliance ou de négociation ? Parce qu'avec la République En Marche, il y a le Modem dès le départ, mais Agir, les constructifs les ont rejoints, les jupéistes, est-ce qu'il va rester potentiellement de la place pour des gens de chez vous ? On ne représente pas du tout la même chose. Votre question est intéressante. Mais justement, si le but est de rassembler, je veux dire, il y a aujourd'hui un rassemblement qui s'est fait entre, on va dire, En Marche et le Modem, la majorité gouvernementale, et la droite modérée. Le mouvement radical, c'est autre chose. C'est des radicaux de droite et de gauche réunifiés. C'est un parti qui défend des options très claires, la justice sociale, la laïcité, la transition écologique et la laïcité. Des points d'ailleurs qu'on peut apporter à la majorité parce que nous ne sommes pas d'accord sur ces points, toujours, à chaque texte ou à chaque initiative. Quand vous dites réunifié, Sylvia Pinel vient de quitter le mouvement radical sur justement la question du ralliement à la liste européenne. Donc, votre fusion entre les radicaux de gauche et les radicaux valoisiens, est-ce qu'elle n'est pas morte ? Non, je voudrais rappeler que les parlementaires du PRG restent au mouvement radical, que les présidents de département, les maires sont là, que la plupart des présidents de fédération, d'ailleurs, du mouvement radical issu du PRG, restent en poste, on va dire 35 sur les 40. Donc très largement, le choix des radicaux de gauche et des valoisiens, c'est de rester unis. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que l'élection d'Emmanuel Macron enterre le clivage droite-gauche. Ça reste un sujet d'actualité. On voit bien que les deux grands anciens partis, PS et LR, les Français ne veulent pas leur retour au premier plan de la scène. Les anciennes alliances sont mortes. Donc il faut bâtir quelque chose de nouveau. Alors après, moi, je respecte le choix de Sylvia Pinel, et je lui dis d'ailleurs que si elle souhaite revenir, elle sera la bienvenue. Mais je ne sais pas ce qui... passé. Voilà, mais je pense qu'il y a un nouveau paysage politique qui se dessine. Pour les radicaux, il n'y a qu'une alternative. Soit on participe à la recomposition. Moi, c'est le choix que je propose. Soit on reste un peu à l'abri, sur un Aventin, certains avec les Républicains, d'autres avec le PS. Et je pense qu'on risque d'être balayé avec les anciens partis. Dans les deux cas, vous avez préparé des candidats candidats sont Oui, prêts, on a préparé... à la fois pour aller sur la liste d'En Marche ou pour aller sur une liste autonome. Alors, on a fait un appel à candidature de toute façon. Donc, on a... c'est quel profil vous allez présenter des gens comment ? On a nos 80 candidatures s'il le faut. On a des femmes, notamment des femmes issues du monde économique, qu'on va apporter. On a beaucoup d'élus en région. Je crois que la plus-value du mouvement radical, c'est ça, c'est que c'est un mouvement des territoires, avec notamment beaucoup de maires de petites communes, beaucoup d'élus qui sont dans les territoires ruraux, ou comme on dit, j'aime pas trop l'expression, dans les villes moyennes. Puis on a un réseau de grandes villes aussi, il n'y a pas que Nancy, il y a Bourges, il y a Tours, il y a Niort, il y a Valenciennes, il y a Montélimar. Tout est prêt, en cas.
Tout est prêt, l'arme au pied. Oui, vous parlez de 80 candidats, 79 j'imagine, mais est-ce que vous iriez vraiment tout seul? Est-ce que ça aurait du sens d'y aller tout seul? Moi, ce que je défends depuis le mois de septembre, c'est que des radicaux qui sont pro-européens sont nécessairement attachés à une liste de rassemblement. Multiplier les petites listes des Européens, c'est diluer les voix, c'est perdre des députés et c'est être moins fort à Bruxelles et à Strasbourg. Ça, c'est la ligne que je défends depuis le mois de septembre. Après, il y a un congrès, c'est le congrès qui choisit. C'est comme ça dans les mouvements démocratiques. Il y a un coût aussi, monter une liste, développer une liste, ça coûte de l'argent. Vous avez ces moyens. Vous avez ces réserves? Alors, vous me permettez de faire une répétition de mon discours du Congrès. C'est effectivement des arguments que j'ai fait valoir déjà auprès des radicaux. Vous avez compris l'option que je défends. Je ne peux pas vous dire que c'est l'option qui l'emportera facilement au Congrès. Réponse au Congrès. Laurent Hénard, maire de Nancy, coprésident du mouvement radical et notre invité politique ce matin dans le territoire d'info. Il y a des élections municipales après les européennes. D'abord, est-ce que vous serez candidat à nouveau à la mairie de Nancy ou pas? Alors, écoute, ça, pour moi, c'est une annonce et un choix de 2020. Voilà, pour l'instant, je suis maire, je suis concentré sur ma mairie. C'est plutôt oui, plutôt non. Mais rassurez-vous, la mairie me passionne assez. Et j'ai encore des idées. Plutôt oui. Alors, vous avez préconisé une fusion des communes, une sorte de grand Nancy, pour faire des économies, enlever des échelons également. Et puis plusieurs maires sont opposés à ça. Vous allez insister, vous allez pousser cette demande ou pas? Oui, parce que je pense qu'on est face à un sujet qui est le service qu'on rend aux habitants. On sent tous que les habitants dans les communes veulent plus de services. Donc il faut, quoi qu'on en dise, plus de moyens. On ne peut pas augmenter les impôts, je crois qu'on a tous bien compris, même avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça veut dire que si on ne peut pas augmenter les impôts locaux, qu'il faut plus de moyens pour le service de proximité, il faut bien faire des économies sur l'organisation générale. Ça fait pas encore Justement, ça fait un échelon de moins. Je vous rappelle que le système de la commune nouvelle, c'est un système qui évidemment permet à plusieurs communes de se rassembler pour n'en faire qu'une seule. Même si dedans, il y a ce qu'on appelle des communes déléguées, un peu comme des arrondissements en fait. Mais il y a à pas Paris, déjà à Lyon, à Marseille. qui existe, il y a pas déjà, si. Et la commune nouvelle peut intégrer l'agglomération. Donc ça serait le cas. Et vous le savez d'ailleurs, puisque au Sénat, ça a été un débat très fort autour de la loi Gatel, que de permettre à des communautés d'agglomération, à des communautés urbaines, voire à des métropoles, de se transformer en communes nouvelles. Donc moi, ce que je souhaite, ça s'appellerait comment? Je pense que tout le monde convient qu'autour de Nancy, on est autour de Nancy. C'est le Grand Nancy? Ou Nancy tout court, vous savez, c'est peut-être le plus simple. Parce que le Grand Nancy, c'est le nom qu'on a retenu pour la métropole. Alors après, on va rentrer dans l'aménagement du territoire, mais notre métropole, elle est encore à grandir. Aujourd'hui, autour de Nancy, vous avez une zone d'emploi qui fait plus de 600 000 habitants. C'est la deuxième après Strasbourg, dans l'est de la France. La métropole ne couvre que la moitié des habitants et 20% du territoire de cette zone d'emploi. Donc je propose une commune nouvelle, pas seulement pour le service de proximité, mais aussi pour pouvoir agrandir la métropole. L'idée, c'est un changement d'échelle. Nancy grandit en devenant une commune nouvelle à l'échelle de l'actuelle métropole, qui est très intégrée. Il faut l'expliquer à nos téléspectateurs. La métropole de Nancy, c'est celle où les communes ont transféré le plus de compétences à la métropole. C'est la plus intégrée. Et la métropole pourrait s'élargir à l'échelle de la zone d'emploi, pour prendre en charge justement des grandes infrastructures et des grandes politiques publiques structurantes comme l'éducation ou l'innovation économique. Stéphane Vernet. Vous avez parlé des Gilets jaunes et évoqué les attentes de vos administrés en matière de fiscalité, de services. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez appris de surprenant, qu'est-ce que vous avez observé d'étonnant en participant au grand débat national? Alors, qu'est-ce qui m'a surpris d'abord peut-être dans le grand débat national, dans les débats auxquels j'ai assisté? Et moi ça m'a fait beaucoup de bien en tant que maire, c'est la capacité qu'ont eu les gens à discuter calmement. Moi j'ai fait plusieurs grands débats dans ma commune, comme simple spectateur si je puis dire, et les débats étaient apaisés, sereins, ils prenaient le temps, les gens avaient envie de parler. Alors, on dit souvent que les citoyens sont devenus des consommateurs, qu'ils arrivent et puis que c'est tout de suite, etc. Là j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de s'écouter, de se comprendre. Mais il y a eu des idées auxquelles vous vous attendiez pas ou des choses? Oui, il y a pas mal. Alors, après, je me méfie de la différence entre l'urbain et le rural, mais dans une grande ville comme Nancy, par exemple, il y a beaucoup d'idées autour de cette transition écologique. Et qui sont des idées intéressantes, qui est de dire finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir cette transition écologique, parce que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la gestion des déchets, l'économie d'énergie en ville, tout le monde voit bien dans le quotidien que c'est un sujet majeur. Mais comment on pourrait faire sans que pour autant les plus pauvres soient frappés? Et moi j'en ai retiré des idées, si vous voulez, en tant que maire sur ce sujet-là. Vous appliqueriez sur votre territoire? On va appliquer, on a consacré l'année 2018 à la transition écologique à Nancy. On a adopté début 2019, mais là c'était un hasard, parce que c'est une démarche engagée il y a un an, une feuille de route Nancy 2030, 30 objectifs pour la transition écologique, avec un programme d'action à 3 ans, 19, 20, 21. Donc c'est vrai que ça enrichit tout ce travail qui est déjà engagé. En revanche, sur le sujet fiscal et social,
là j'ai senti que ça partait un peu dans tous les sens, pardonnez-moi l'expression, mais entre ceux qui veulent plus d'impôts, d'autres qui veulent moins d'impôts, ceux qui veulent plus d'aide sociale, d'autres qui veulent moins d'aide sociale, là les arbitrages vont être à rendre. Sur le sujet de la fiscalité, ce matin, le gouvernement présente au Conseil des ministres son projet de loi sur la taxation des GAFA, des géants du numérique. Alors le gouvernement voulait le faire au niveau européen, il n'a pas réussi, donc il fait une solution nationale. Est-ce que c'est mieux que rien ? Ah oui, moi je suis favorable à cette taxation. Les radicaux d'ailleurs l'avaient déjà demandé avant, ne serait-ce qu'à titre d'exemple. Enfin, d'abord ça rapporte un peu d'argent, le but de l'impôt. 500 millions, c'est pas énorme. Oui, mais c'est symbolique surtout, c'est politique. Quand on est déficitaire au point où est déficitaire l'État, il n'y a pas de petit rendement, si je puis dire. Donc c'est une recette. 2, c'est surtout quelque chose qui montre qu'on s'attache à faire payer aussi les acteurs de cette nouvelle économie, très mobile internationalement, dématérialisée. Et moi, je suis favorable, évidemment, à la taxation des GAFA, plus généralement d'ailleurs à la taxation des transactions financières. On va devoir trouver des ressources pour l'Europe. Si on veut des politiques européennes fortes, il y aura bien sûr, à mon avis, la fiscalité écologique, qui est peut-être plus facile à installer à l'échelle européenne, notamment avec les importations venant de pays qui ne respectent pas nos exigences environnementales. Et je crois que la taxation des transactions financières et de l'économie numérique par le biais des GAFA est évidemment une voie de ressources pour l'Europe demain. Laurent Hénart, Rachida Dati a renoncé à un nouveau mandat aux élections européennes pour se consacrer à Paris. Un commentaire là-dessus. Elle ferait une bonne maire de Paris, Rachida Dati. Écoutez, nous, on a des radicaux très bien au Conseil de Paris. Et en plus, je défends la candidature d'Olga Johnson, qui est conseillère de Paris, pour devenir députée européenne. Donc non. On va dire que dans l'écurie, nous avons des personnes qui sont prêtes à faire la course. Sans choix entre Paris et l'Europe. Voilà. Mais ce que je trouve courageux, c'est d'avoir choisi avant. Parce que l'ancienne politique, c'est un peu de dire, j'assure la prise, si je puis dire. C'est-à-dire, je me mets sur la liste européenne, je suis difficilement contournable, je prends le mandat de député européen, et puis après, je verrai bien pour Paris. Je crois que le choix... On l'a classé dans le Nouveau Monde. Le choix de Rachida Dati est un choix courageux, oui, qui est de dire dès le début, en transparence, oui, c'est vrai, je pense à Paris, oui, c'est vrai, j'ai envie d'être candidate, et j'assume, et je ne repars pas à l'élection européenne pour me consacrer à ce défi. C'est quand même une façon honnête et courageuse de faire de la politique. Merci. Laurent Hénart, maire de Nancy, coprésident du mouvement radical. Il faut dire que c'est un des plus anciens partis de France. C'est le plus ancien. Il a été créé 4 ans avant le Parti Socialiste, en 1901. Voilà, merci Laurent Hénart d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Westfred. Merci Stéphane Vernet. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Laurent Hénart, quitte ce plateau. Voilà, coprésident du mouvement radical, maire de Nancy. Ils font leurs entrées pour la deuxième partie. Guillaume Doyen, bonjour. Bonjour. Et bonjour Thierry Dupont. Rebonjour Cyril. Thierry Dupont de l'Express, Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Alors vous avez vu, Rachida Dati fait partie du Nouveau Monde pour Laurent Hénart. Surprise, non ? Oui, oui. Je veux dire, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas spécialement. Il a salué une décision honnête et courageuse. Ouais. Et bon. Écoutez, c'est vrai qu'elle se détermine, on ne connaît pas encore les dessous de sa décision, mais... Pour ceux qui nous rejoignent, j'indique que Rachida Dati renonce aux élections européennes, un mandat de nouveau député pour se consacrer à Paris, et donc probablement à la municipale de Paris. Elle dit qu'elle réfléchit sérieusement à présenter sa candidature comme tête de liste des Républicains à Paris. Laurent Hénart, donc coprésident du mouvement radical, donc, qui va tenir son congrès et qui va décider ou non, au fond, d'aller avec la République En Marche aux européennes, ou d'y aller seul. Pas lui, Laurent Hénart, mais son parti, le parti radical, le mouvement radical. Ils peuvent peser sur cette élection, les radicaux, Guillaume Doyen. Ils ont leur mot à dire. Alors, y aller seul. Non, ils ne pèseront pas en y allant seul. Ils peuvent peser en s'associant éventuellement avec la République En Marche et surtout en aidant la République En Marche. Ça, c'est l'autre volet, à s'implanter dans les territoires. C'est là qu'ils sont beaucoup plus importants. C'est vrai qu'ils ont des élus dans les territoires et donc ils peuvent... Il l'a rappelé, déjà avoir Nancy, Valenciennes, Bourges, Niort, enfin, il a cité quand même des villes de relative importance. Oui, il y a cette caution-là. Le Parti radical, le mouvement radical, c'est un mouvement des territoires. Vous avez rappelé que c'était le plus vieux parti de France. C'est un parti de notables, c'est un parti bien implanté, c'est un parti qui a des élus. Et c'est là-dessus qu'il peut peser pour un autre parti qui, lui, a la présidence de la République, mais n'a pas d'élus locaux. Oui, c'est vrai que c'est le coup d'après. En fait, alors, c'est compliqué pour Laurent Hénart, parce qu'il dit on va être d'accord sur l'Europe,
Mais il ne faut pas répondre à des problématiques ou des enjeux nationaux à travers cette élection européenne. Ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin dans son interview au Figaro en disant on est d'accord sur le. Un électeur qui va on mettre son bulletin dans l'urne, il va appréhender ça. C'est un tout petit peu compliqué, mais enfin il y a quand même la campagne pour l'expliciter. Mais Jean-Pierre Raffarin disait la même chose. Ce n'est pas un quitus pour la politique intérieure de mon ralliement, en tout cas mon soutien à la liste La République En Marche aux européennes ne vaut pas quitus pour la politique intérieure. Donc Laurent Hénart est un peu sur la même idée. Simplement, effectivement, l'apport du Parti radical, c'est son réseau d'élus locaux, qui peut être intéressant pour La République En Marche, qui a besoin de relais locaux dans la perspective des prochaines élections locales, je pense aux municipales de 2020 notamment. Alors, notre invité est également maire de Nancy. Nancy, en tout cas le centre pénitentiaire de Nancy-Maxville, est un des centres pénitentiaires où Michael Chiolo, donc, qui, vous le savez, dans l'attaque terroriste hier, donc, est décédé. Hein, c'était lui qui retenait en otage sa femme. Sa femme, pardon. Sa femme, lui, ne l'est pas. Donc, il présentait des signes de radicalisation. On a posé la question au maire de Nancy, donc, qui connaît bien cette maison d'arrêt, savoir si son passage à Nancy avait provoqué cette forme de radicalisation. Il a répondu pas spécialement, que cette prison était plutôt bien classée. Donc on ne comprend pas bien là. Qu'est-ce qui se passe avec ces détenus, Guillaume Doyen, qui se radicalisent, parfois en passant dans des établissements pénitentiaires spécialisés pour la déradicalisation et qui ont bonne réputation, et qui au fond deviennent quand même des terroristes ultra dangereux qui font des attaques au couteau? Alors, c'est intéressant d'entendre un élu local qui réclame d'ailleurs qu'on communique les fichiers S. Alors, un certain nombre de maires voudraient accéder à ces fichiers qui sont des fichiers de police. À mon avis, ce serait une extrêmement mauvaise idée que de leur accorder le droit d'aller dans des fichiers de police qui sont par nature réservés à une autorité de sécurité de premier plan, ce que ne sont pas encore les maires, quoiqu'ils aient un rôle important en matière de sécurité. Pour revenir à la question de la radicalisation dont vous parlez, il y a les deux cas de figure. En fait, il y a presque, je dirais, il y a deux réflexions qui se sont opposées. C'est soit on les met, les détenus à risque, les détenus radicalisés, ensemble pour les déradicaliser, auquel cas on crée des viviers, si vous voulez, ou bien on les laisse au milieu d'une population dite classique de détenus, auquel cas ils sont susceptibles de les contaminer, si j'ose dire. Là, en l'occurrence, il semblerait que ce type soit d'abord un voyou, un meurtrier qui se soit dans une prison radicalisé, dans des conditions que je ne connais pas plus que ça. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est passé par plusieurs établissements pénitentiaires. Celui de Nancy, donc on avait le maire de Nancy, n'a pas eu l'air de dire que c'était une prison particulièrement à problème. Vous avez entendu, Thierry Dupont ? Oui, non, mais ce sont des cas souvent assez particuliers, des cheminements personnels. Je ne connais pas le rôle de sa compagne dans cette affaire, qui elle-même a participé à ce que le procureur a appelé un attentat terroriste. Donc, c'est compliqué. Sur les fichiers S, vous pensez que les élus, c'est justifié qu'on leur communique ces fichiers? Les services de sécurité, en tout cas les flics pour parler, elles sont assez claires là-dessus. Les fichiers S, ça reste un outil à la disposition des services de renseignement et de police, et ça ne doit pas ni valoir condamnation a priori, ni même se retrouver, ni même circuler dans différentes strates de l'appareil administratif et même oui. au niveau d'un maire. Qu'est-ce qu'un maire en ferait? Qu'est-ce qu'un maire en ferait? Il dit voilà, vous avez un type qui est fiché S. Vous mettez une pancarte devant chez lui. Une pancarte devant chez lui. Vous envoyez votre police municipale le surveiller. Vous le forcez. Quand bien même, il est bien souvent utile que la personne fichée ne le sache pas qu'elle est fichée, parce que c'est un outil de surveillance des gens aussi. Donc quand ils passent une frontière, quand il y a un contrôle, on note qu'ils sont passés par là. Tous les deux, vous ne pensez pas qu'il faut communiquer? Moi, je pense que ça mettrait les maires dans des difficultés bien supérieures que les bénéfices qu'ils en obtiendraient. J'ai tendance à faire confiance à l'avis des policiers, des magistrats. Des magistrats. Ouais. Et je pense notamment, j'en avais discuté moi avec Frédéric Pechnard, l'ancien directeur général de la police nationale, qui est totalement opposé à notamment à ce qu'on incarcère les fichiers S.
Un papier dans l'Express, Laurent Wauquiez sera-t-il le Viktor Orban français ? C'est un peu provocateur. Oui, je vous le confirme. Interrogation. Pourquoi vous voyez Wauquiez dériver petit à petit vers la droite ? Non, ce que l'idée d'Éric Mandonnet lorsqu'il a écrit ce papier, c'était de montrer qu'il y avait un danger pour Laurent Wauquiez de se retrouver un peu isolé, sous un double effet. Vous avez lu, comme moi, l'interview de Jean-Pierre Raffarin dans le Figaro qui annonçait son soutien à la liste européenne de La République En Marche. La volonté de créer un épinet. Voilà, Un épinet à l'issue de ces élections européennes, il disait, il appelait de ses voeux un épinet de la droite et du centre qui rassemblerait, et donc il citait tout un tas de personnes, hein, de Valérie Pécresse, Christian Jacob, Bruno Retailleau, tout ça. Et puis Dominique Bussereau, Franck Riester, qui est notre invité demain. D'ailleurs. Voilà. Et puis la journaliste lui posait la question est-ce que ça pourrait aller jusqu'à Laurent Wauquiez ? Alors Jean-Pierre Raffarin disait ah bah oui, ce sera ouvert à tous ceux qui refusent l'extrémisme. Bon, on sent bien que voilà qu'il y a une volonté d'une partie de la droite de mettre un peu Laurent Wauquiez à l'écart. Alors ça sera d'autant plus facile de le mettre à l'écart que si les Républicains se cassent la figure aux européennes. Si on les crédite pour l'instant de 12%, s'ils faisaient moins, et à un moment ils étaient à 8%, donc là ce serait vraiment un accident industriel, donc ils pourraient se retrouver en difficulté. Et ils pourraient notamment d'autant plus se retrouver en difficulté que au niveau européen, le PPE est menacé un peu d'implosion, puisque 12 partis européens de droite, membres du PPE, du Parti populaire européen, ont demandé l'exclusion de Viktor Orban. Or, Laurent Wauquiez, lui, défend justement le maintien de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, au sein du PPE. Donc, voilà. Si le PPE explose et que la position de Laurent Wauquiez est minoritaire, c'est compliqué pour lui. Voilà, Laurent Wauquiez sera-t-il le Viktor Orban français dans l'Express cette semaine? Et la couverture, c'est l'Europe se saborde dans l'industrie. On la voit derrière vous. Voilà, et derrière moi. Merci. On va regarder ensemble, messieurs Guillaume Doyen, Thierry Dupont, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais aussi chez nos confrères ce matin, les autres matinales d'infos. On le regarde ensemble, on se retrouve après. Citoyens d'Europe, si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, ce n'est pas seulement au nom de l'histoire et des valeurs qui nous rassemblent, c'est parce qu'il y a urgence. Voilà les premiers mots de la lettre adressée par Emmanuel Macron à tous les citoyens européens aujourd'hui. On ne s'adresse pas aux Français, on s'adresse aux citoyens d'Europe. Et on a toujours cette arrogance macronienne qui vise à donner des leçons à tous les pays d'Europe, alors même que la France a le déficit public le plus élevé de la zone euro. Il faut comprendre que Emmanuel Macron est toujours l'homme des discours, mais il n'est pas l'homme des actes. Et ce qu'il propose de faire en Europe, c'est ce qu'il défait précisément en France. C'est ringard parce que ce que propose Emmanuel Macron, ça a déjà été proposé depuis 30 ans par la gauche et par la droite, mais c'est surtout très dangereux parce que la voie sur laquelle il nous propose de nous aventurer, c'est la voie de l'échec. Est-ce qu'il va réformer Schengen de l'intérieur ou de l'extérieur? Parce que si on compte sur l'Europe, vu l'état de Frontex, vu la manière dont les flux ont été gérés, on n'aura pas de grandes solutions. Les grandes déclamations, les grandes déclarations, il y a la vision d'une Europe fédéraliste et d'une Europe qui demeure très largement impuissante. Le moment que nous sommes en train de vivre, c'est le plus périlleux que nous ayons connu depuis 50 ans. Pour notre pays, pas seulement pour les grands principes de la planète, pour notre pays, pour nos intérêts. On est comme ça sous la menace de puissances qui veulent nous imposer leurs lois. On danse sur un volcan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude par rapport à l'avenir de l'Europe. Les nouvelles générations, ne l'oublions pas, et en particulier les jeunes Français sont les plus dubitatifs à l'égard de l'Europe. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui a expliqué qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait juste croire à l'Europe parce que l'Europe, c'était la paix et la prospérité. Mais les jeunes n'ont pas connu la guerre. Dans un entretien exclusif publié par le Figaro, l'ancien Premier ministre annonce qu'il s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron et de la liste La République En Marche aux européennes. Jean-Pierre Raffarin a échoué lorsqu'il était Premier ministre. La droite nouvelle que nous construisons, eh bien, elle est en rupture avec les échecs du passé. Un homme comme Jean-Pierre Raffarin dit le bon chemin
pour la France en Europe, c'est celui que trace le président de la République. Et bien entendu, qu'une personnalité aussi éminente que Jean-Pierre Raffarin fasse ce choix n'est que réjouissant. Et lorsque j'entends Jean-Pierre Raffarin nous dire que le projet d'Emmanuel Macron est le plus abouti, si effectivement être abouti, c'est créer une office, une banque et une conférence, vous imaginez que ça ne peut pas me convenir. Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec Territoire Sénat. On s'y retrouve, à tout de suite.